On part des Diligences à Bruyères dans le nord, en Normandie. Prendre à droite sur rue des Usines, puis tourner à gauche pour rester sur rue des Usines. Prendre à gauche sur route nationale N31. Continuez sur N31 pendant 13 km. Donc là, on va à Longueuil-Sainte-Marie. C'est à plus de 70 km. Donc on est le 19 août 2025. Il est 11h22, nous sommes en Normandie. Nous sommes à Guillonios, un truc comme ça. Saint-Lieu. Nous sommes sur la nationale 31. Ok Google, écoutez les informations. J'ai trouvé plusieurs podcasts d'actualité populaire en France. Lequel souhaitez-vous écouter? Les actus du jour par Hugo Décrypte, l'heure du monde par Le Monde, Code Source par Le Parisien. Ok Google, écoutez les informations sur YouTube. Je diffuse le journal international, l'actualité internationale du samedi 16 août 2025 TV5 MONDE sur YouTube.
Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Revoyez notre émission spéciale de Radio-Canada Info. France 24 en direct, info et actualité internationale en continu 24h24. France 24. Nous sommes à France l'élan. 24. Le journal international, l'actualité internationale du dimanche 17 août 2025. TV5, MONDE, de TV5, MONDE Info. France Info. Dire. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal sur TV5. À la une, un accord de paix, de cessez-le-feu, voilà le nouveau pari de Donald Trump qui double donc la mise après son échec en tentant d'arracher un plan pour l'Ukraine et mettre le Kremlin hier en collège. Poutine qui a eu droit au tapis rouge et un trajet en Cadillac blindé rafle-tout. Décryptage dans ce journal avec notre invité Christophe Gomard. Le bilan humain s'alourdit au Pakistan où des pluies torrentielles qui s'abattent sur le nord ont déjà fait au moins 340 morts. Le pays, vous le verrez, est particulièrement vulnérable au changement climatique. Et puis, seriez-vous capable de nager en pleine mer 5 jours et 4 nuits sans vous arrêter? Eh bien, c'était le pari fou d'un Suisse pour alerter sur la pollution plastique dans les océans, en récit d'un défi hors norme à la fin de ce journal. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche après son sommet en Alaska avec Vladimir Poutine. Alors il y a eu les poignées de main, les applaudissements et le tapis rouge. Mais la réunion lourde de promesses est terminée abruptement, sans annonce, rien à filtrer. Il n'a répondu à aucune question des journalistes au terme d'une conférence de presse express. Et surtout, pas de cessez-le-feu en Ukraine. De retour à Washington, il réclame désormais un accord de paix. Décryptage avec Clara Demto. Une poignée de main chaleureuse, la première depuis 2019. Des rires dans la voiture présidentielle américaine, gracieusement partagée avec son homologue russe. La rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska semblait avoir très bien commencé. Donald Trump l'avait martelé, il souhaite un cessez-le-feu rapide en Ukraine. Mais après 3 heures de discussion, aucun détail, et le président américain reste très vague. Nous avons eu une réunion extrêmement productive et nous nous sommes mis d'accord sur de nombreux points. Il n'en reste que quelques-uns dont certains ne sont pas très importants. L'un d'entre eux est probablement le plus important, mais nous avons de très bonnes chances d'y parvenir. La rencontre entre les deux officiels a été écourtée. Conférence de presse de 12 minutes à peine, durant laquelle aucun journaliste n'a pu poser de questions. Le déjeuner prévu, annulé. Seul Vladimir Poutine semble satisfait. À ses côtés, son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'affichait à son arrivée en Alaska, confiant, avec un pull sur lequel semblait inscrit URSS en cyrillique. Le président russe s'est félicité de la renaissance des relations russo-américaines. Nous comptons sur les accords d'aujourd'hui, non seulement pour résoudre la question ukrainienne, mais aussi pour servir de point de départ à la restauration de relations pragmatiques et pratiques entre la Russie et les États-Unis. Il a aussi assuré que la guerre en Ukraine était pour le peuple russe une tragédie. Nous avons toujours considéré le peuple ukrainien, et je l'ai dit à plusieurs reprises, comme fraternel, aussi étrange que cela puisse paraître. Nous avons les mêmes racines, et tout ce qu'il se passe est pour nous une tragédie et une grande douleur. La rencontre s'est Comme finalement à Vivier conclue par une d'Angers. invitation. Je vous contacterai très bientôt et nous nous reverrons probablement très bientôt. Merci beaucoup, Vladimir. La prochaine fois à Moscou, Ah, c'est intéressant. Je vais m'attirer des critiques, mais cela pourrait arriver. Au moment où se tenaient ces discussions, la Russie a lancé 85 drones et un missile sur l'Ukraine. Et pour aller plus loin, nous sommes rejoints par Christophe Gomard, général et député européen. Bonjour. Sur le plan politique tout d'abord, quelle est l'ambiance aujourd'hui à Bruxelles? Est-ce que c'est la gueule de bois après l'échec de Trump ou bien est-ce qu'on est optimiste? Est-ce qu'on se sent plus proche de la paix comme le dit le Premier ministre britannique? Oui, pour moi la bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas arrivé à un cessez-le-feu encore, mais dès lors que personne ne parle après cette réunion, c'est bien que nous sommes en négociation et que nous sommes à la recherche d'un accord. Car qui dit accord, il peut ensuite y avoir un cessez-le-feu. Mais il y a certains points d'achoppement, semble-t-il, qui ne sont pas résolus. Quels sont-ils? Je n'en sais rien, pour tout vous dire. À Bruxelles, les Européens cherchent à exister. Malheureusement, avec un Trump, c'est compliqué. Trump veut refiler aux Européens le rôle ou l'action concernant les garanties de sécurité vis-à-vis de l'Ukraine.
après que les Européens achètent de l'armement américain. En fait, pour Trump, on est dans un deal commercial, alors que pour un Poutine, on est dans un deal géopolitique. On n'est pas dans le même rapport exactement. Mais toujours est-il qu'on va, semble-t-il, et je l'espère, vers un accord. Est-ce que ça débouchera sur une paix ou est-ce que ça débouchera sur un cessez-le-feu pour commencer? Je n'en sais rien au moment de parler. Quel sera justement le rôle des Européens maintenant? Est-ce qu'il sera justement militaire? Est-ce que ce sera maintenant aux Européens de faire pression sur le Kremlin? Je crains malheureusement que les pressions européennes sur le Kremlin n'ont rien donné jusqu'à présent. Les Européens ont mis en place 18 trains de sanctions qui n'ont absolument rien donné, qui ont sans doute appauvri la Russie, ont également appauvri l'Europe d'ailleurs, mais ça n'a rien donné sur le plan concret, sur le plan militaire, puisque l'on remarque bien que les Russes continuent de progresser mètre carré par mètre carré en Ukraine. Donc toute la problématique est bien là. Est-ce que les Européens sont en capacité de peser sur la Russie ou pas? Il me semble qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas et que Trump se présente en médiateur au-dessus de la mêlée pour dire écoutez, moi j'amène à la paix, vous les Européens, vous serez là pour garantir la sécurité pour l'Ukraine. Pour cela, il faut m'acheter de l'armement, pour cela, il faut me donner de l'argent et ensuite, c'est votre problème, vous voyez. Et c'est ça où on a un petit sujet entre les pays européens, c'est qu'est-ce que nous faisons pour peser. Au-delà d'augmenter nos budgets de la défense, ça n'est pas pour acheter américain, je pense qu'il faut d'abord acheter européen, et ensuite c'est être en effet dissuasif, ce que ne sont pas aujourd'hui les pays européens malheureusement. Et justement, qu'est-ce qu'ils vont faire les Européens? Comment vont-ils tenter d'exister? Radar fixe à 500 mètres. De la teneur des discussions, mais ils ne sont Radar fixe à 300 mètres. Avec Vladimir Poutine. Oui, en fait, Trump, et ce que je disais à l'instant, n'est pas du tout dans un deal géopolitique. Trump, il veut, et tout le monde le dit et le répète à satiété. Radar fixe à 100 mètres. Très bien. D'un côté, Vladimir Poutine, lui, il ne veut pas exactement du tout la même chose. Lui, il veut en effet que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, que l'Ukraine reste une zone tampon vis-à-vis de l'OTAN, avec le complexe obsidional qui est le sien, c'est-à-dire le complexe de la forteresse assiégée. On n'est pas du tout dans et les Européens veulent en effet que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine n'aille pas plus loin et que la Russie n'ait pas la tentation d'envahir un pays autre de l'Union européenne ou un pays de l'OTAN, et je pense en particulier aux pays baltes qui seraient les premiers visés. On est dans un jeu à 3 ou à 4 avec l'Ukraine. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette proposition à l'instant d'entre-deux de Donald Trump de garantir à l'Ukraine des sécurités similaires à celles de l'OTAN sans toutefois adhérer à l'Alliance? Je pense que c'est un point, c'est une vraie ligne rouge pour les Russes. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une vraie ligne rouge. C'est-à-dire que, et ce qu'a dit Trump à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est que jamais l'Ukraine n'appartiendrait à l'OTAN. Alors j'entends bien certains pays européens qui disent ça n'est pas à Poutine de décider, c'est aux pays européens et aux pays de l'Alliance, mais dans l'Alliance, le pays qui pèse avant tout, ça reste les États-Unis d'Amérique. Est-ce que... Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur N31 en direction de Passez, Paris. Est-ce que vous ne craignez pas que ça n'encourage justement le Kremlin à redoubler d'efforts sur le terrain, alors qu'on voit déjà qu'en ce moment les Ukrainiens ont du mal à contenir certaines avancées des Russes? Alors, il me semble que dans le passé, pour la Russie, rester une grande puissance avec une vision peut-être impériale était absolument nécessaire. Or, les Américains ont considéré que la Russie était devenue une puissance de deuxième zone, ce qui, dans l'esprit slave russe, était impossible. Donc en réalité, dans le deal qui est en train de se jouer, dans l'accord qui est sans doute en train de se Au jouer, rond-point, prendre N31. Continuer sur N31 pendant 14 km. la Russie peut-être à la table des négociations. C'est-à-dire, en fait, on va amadouer la Russie pour l'amener sans doute à avoir un accord. Je pense qu'on est plus dans le phénomène extérieur, on n'est pas du tout dans le fait de reconnaître la Russie et Vladimir en tant que tel, sachant bien que c'est bien lui, la Russie, qui a envahi l'Ukraine
c'est bien la Russie qui a enlevé des tas d'enfants, etc. C'est bien la Russie qui est à l'origine de ce conflit et non pas ce qu'on veut nous faire croire que c'est l'Occident qui est à l'origine de ce conflit tel que la Russie tente de l'expliquer. Non, c'est bien la Russie qui envahit l'Ukraine. Et au-delà de cet état de fait, il faut bien arriver à un accord qui, même s'il est injuste, permettra peut-être, et sans doute, et je l'espère, d'arrêter cette guerre. Très bien. Nous verrons donc pour la suite le reste des discussions. Merci Christophe Gomard. Prenons à présent la direction du Pakistan où les pluies torrentielles ont fait au moins 340 morts en 48 heures, ce qui porte à plus de 500 le nombre de victimes, dont de nombreux enfants, depuis 2 mois et le début de la mousson. Le pays, le 5e le plus peuplé au monde, est aussi l'un des plus vulnérables aux effets du changement climatique. Paul Loncet. Des torrents de boue meurtriers. Dans cette province montagneuse du nord du Pakistan, des pluies soudaines d'une rare intensité. Rien qu'ici, plus de 180 personnes ont perdu la vie en 24 heures. La pluie soudaine est venue des zones en amont et l'eau a envahi la ville. L'eau de pluie s'est également infiltrée dans nos maisons et a emporté de nombreux véhicules, dont certains ont été complètement détruits. Là où la pluie s'est arrêtée, les premières victimes sont enterrées. Les riverains tentent de sauver ce qu'ils peuvent. Les secours commencent à déblayer la boue. Un hélicoptère de sauvetage s'est écrasé à cause des conditions météo, tuant ses 5 passagers. Plus à l'est, toujours dans les montagnes de l'Himalaya, mais de l'autre côté de la frontière en Inde, les mêmes pluies dues à la mousson, plus de 60 morts et 80 disparus. Nous avons subi d'énormes pertes. J'ai vu des gens emportés par les eaux. Ils levaient les mains pour demander de l'aide. Mais que pouvais-je faire? J'étais terrifié. Le Pakistan est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Sécheresse, inondations meurtrières, il subit depuis plusieurs années des phénomènes météorologiques intenses, amplifiés et démultipliés par le réchauffement de la planète. Snow which did not melt earlier is melting and there is heavy rainfall on top of it. So the combination of melting snows, ice, water and lots of debris, this is what becomes a killer. Depuis le début de cette mousson estivale, plus de 500 personnes ont perdu la vie au Pakistan, le plus souvent à cause de la mauvaise qualité des habitations, incapables de résister aux torrents d'eau. D'après les autorités, les pluies vont encore s'intensifier lors des 2 prochaines semaines. Au Proche-Orient, la guerre se poursuit aussi dans l'enclave palestinienne où l'armée israélienne a entamé la prise de contrôle de la ville de Gaza. Le quartier d'Al-Zaitoun a été bombardé, des tentes de personnes déplacées ont notamment été touchées. En Algérie, 18 passagers d'un bus ont perdu la vie après une chute dans un oued à Mohammedia, à Alger. 9 autres personnes sont blessées, dont 2 dans un état critique. Les causes de l'accident ne sont toujours pas connues. Sur l'île de Lampedusa, les autorités italiennes continuent le travail d'identification de 27 migrants victimes d'un naufrage. Leur embarcation a quitté les côtes libyennes il y a 3 jours. Parmi les survivants repêchés par les gardes-côtes, une vingtaine de mineurs accueillis dans un centre d'urgence. Récit d'Andrea Jorgen. C'est ici, au centre d'accueil de Lampedusa, que 58 survivants de la catastrophe ont été hébergés. 2 autres rescapés ont été évacués par hélicoptère en Sicile pour y recevoir des soins médicaux plus poussés. La procédure d'identification des corps a débuté hier soir. Elle s'est déroulée dans le calme. Nous avons mis sur pied une équipe de psychologues et d'interprètes. Pendant toute la durée de l'opération, ces professionnels assistent les migrants qui identifient les personnes décédées. Quelques 110 personnes auraient pris la mer mercredi à l'aube en Libye à bord de 2 bateaux. Quand l'un d'eux a pris l'eau, ses passagers ont grimpé sur le second qui a chaviré sous le poids. Alertés par un hélicoptère en patrouille, les gardes-côtes italiens ont lancé les opérations de sauvetage. Mais pour 27 migrants au moins, les secours sont arrivés trop tard. 23 autres sont toujours portés disparus. Les recherches se poursuivront jusqu'à dimanche. Hier soir, une 50aine d'habitants de Lampedusa s'est rassemblée au sanctuaire de la Madonna di Porto Salvo pour rendre hommage aux victimes. Je viens d'entendre le prêtre Don Carmel dire que cela ne doit plus se reproduire. Le pape a dit la même chose en 2013 lorsqu'il est venu ici à Lampedusa. Mais malheureusement, ces choses-là continuent de se produire. Sur X, la première ministre italienne a exprimé sa compassion à l'égard des victimes, mais Giorgia
700 personnes se sont déjà noyées cette année en Méditerranée centrale. Cet itinéraire reste la route migratoire maritime la plus mortelle au monde. Le sud de l'Europe est lui toujours touché par une vague de chaleur intense. L'Espagne enregistre aujourd'hui son 14e jour consécutif de canicule. Le mercure franchit les 40 degrés dans de nombreuses villes et des incendies font rage. La Galice est fortement touchée ainsi que le Portugal voisin. De nombreuses victimes sont à déplorer. Dans la péninsule ibérique, les feux de végétation sont hors de contrôle. En Espagne, 3 personnes sont mortes et 65 000 hectares ont été ravagés cette semaine. L'inquiétude se concentre désormais sur le nord-ouest du pays, où une dizaine de feux sont toujours actifs. Au Portugal, le feu a déjà parcouru 60 000 hectares et fait un mort hier. Il était venu prêter main forte aux pompiers. L'ancien maire de la commune du Guarda est mort hier soir à 43 ans. Il est la première victime des incendies qui font rage dans l'est du Portugal. Sur place, le vent et la chaleur favorisent la propagation des feux. Ce garage a été réduit en cendres en quelques heures. Ça a été impressionnant. Le feu était à 1 km d'ici et en même pas 5 minutes, il n'était plus qu'à 200 mètres. On a essayé de sauver quelques voitures, mais tout le reste a brûlé. Toute une vie de travail partie en fumée. 7 incendies majeurs sont toujours actifs dans l'est du pays, alors qu'en Espagne, la situation reste hors de contrôle, avec 11 brasiers actifs et déjà 3 décès. En Galice, l'une des régions les plus touchées, c'est l'affolement. Devant ce mur de feu, cette voiture de police rebrousse chemin. Des volontaires, allez, des volontaires avec nous. Les habitants tentent de combattre les flammes avec les moyens du bord. Jamais de ma vie entière je n'avais vu ça. Je vous jure, ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces maisons en feu. Hier, 2 Canadair français sont arrivés pour prêter main forte à l'Espagne. En 2 semaines, 150 000 hectares ont brûlé, alors que sur place, l'alerte canicule reste en vigueur au moins jusqu'à lundi. Les températures atteignent encore par endroits plus de 40 degrés. 180 pays étaient réunis à Genève pour tenter de lutter contre la pollution plastique. Des efforts stop and net, aucun... Dans 3 km, prendre la sortie A16 en direction de Amiens, Compiègne. Des pétromonarchies, les ONG environnementales parlent d'un fiasco. Pourtant, sur les 450 millions de tonnes de plastique produites chaque année dans le monde, seuls 10% sont recyclés. Et pour alerter sur ce fléau, Noam Yarom, 28 ans, a tenté en pari fou traverser la Méditerranée à la nage et sans jamais sortir de l'eau. Mais à quelques kilomètres des côtes, épuisé, le jeune Suisse a été contraint d'abandonner. 600 tonnes de plastique finissent chaque jour dans la Méditerranée. Récit d'un effort extraordinaire avec Pierre-Yves Salic. Au bord de l'eau, ses parents l'attendaient, mais le nageur n'a pas touché terre. Noam Yaron a abandonné à 4 km de là, épuisé et victime des courants. Je suis triste pour lui, parce qu'on aurait aimé qu'il traverse ici et qu'il arrive. Le sportif suisse de 28 ans est parti lundi matin de Calvi, derrière un bateau et une ligne d'eau pour le guider. 2,5 km/h de moyenne. Le défi est de ne jamais sortir de l'eau pendant 180 km jusqu'à Monaco. Un ravitaillement toutes les heures, une boisson toutes les 30 minutes. Noam Yaron profite d'un temps calme. La nuit, il fait une première rencontre. On va faire taper ma poisson. Je sais pas ce que c'était. C'était un petit dauphin, je crois. Mais comme ça. Je l'ai vu passer là, c'est tout. Derrière les belles images, un message, alerter le public sur la pollution de la mer. La Méditerranée a besoin d'être soutenue et surtout... Radar fixe à 1000 mètres. Il y a pas mal de choses qui restent à faire. Sur les réseaux, ses abonnés peuvent acheter symboliquement une partie de son trajet. Dans 600 mètres, prendre la sortie A16 en direction de Amiens, Compiègne. Il prélève des planctons et des microplastiques dans cette zone protégée. Et pour Radar fixe
à 500 mètres. Il passe 5 jours et 4 nuits à nager. Il suit sa ligne d'eau lumineuse qu'il voit Prendre la sortie à 16. Au 3e jour, s'il tient le coup physiquement, sa langue a doublé de volume sous l'effet du sel de mer. Comme vous pouvez l'entendre. Continuez sur A16 pendant 4 km. 100 mètres. On perd la langue. Dans les dernières heures, victime d'hallucinations et désorienté, le nageur a donc renoncé tout près des côtes à ce qui ressemblait presque à un record du monde. Fin de ce journal international, retrouvez toutes nos informations sur notre site tv5monde.com. Bonne suite de programme. Dans 3 km, prendre la sortie 15 vers Compiègne, Creil. Nous sommes sur la A16. 5 km, on reprend à National 31. Dans 600 mètres, prendre la sortie 15 vers Compiègne, Creil. Prendre la sortie 15. Ah, il y a un avion qui atterrit. On est à la hauteur de Beauvais.
Dans 500 mètres, au giratoire du Haut-Villers, prendre la 4e sortie E46, N31 en direction de Creil, Compiègne. Au rond-point, prendre E46. Continuez sur E46 pendant 31 km.
Nous avons trouvé un itinéraire plus rapide qui vous gagnera 3 minutes. sur la D1016.
Radar mobile à 1000 mètres. Radar mobile à 500 mètres. Radar mobile à 100 mètres. Radar fixe à 100 mètres. Dans 3 km, prendre la sortie D200 en direction de A1, Lille. Dans 600 mètres, prendre la sortie D200 en direction de A1, Lille. Prendre la sortie D200, puis utiliser la voie de gauche pour prendre la bretelle D200. Utilisez la voie de gauche pour prendre la bretelle D200. Continuez sur D200 pendant 1 km. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur route départementale 200, D200. Nous sommes sur la D200. Au rond-point, prendre route départementale 200. Continuez sur D200 pendant 800 mètres.
Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie et continuer sur route départementale 200, D200. Au rond-point, prendre route départementale 200. Continuez sur D200 pendant 5 km. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur route départementale 200, D200. Au rond-point, prendre route départementale 200. Continuez sur D200 pendant 4 km.
Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur D200 en direction de Verberie-Chevrières. Au rond-point, prendre D200. Continuez sur D200 pendant 7 km. Dans 3 km, prendre la sortie A1 en direction de Arras-Cambrai.
600 mètres, prendre la sortie A1 en direction de Arras-Cambrai. À gauche, il y a FM Logistique, c'est là où on va. Prendre la sortie A1. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 5e sortie. Sortir du rond-point. Dans 500 mètres, prendre légèrement à droite sur rue de Bruxelles. Prendre légèrement à droite sur rue de Bruxelles. Dans 600 mètres, tournez à droite. On est chez FM Logistique à Longueuil-Sainte-Marie. Tournez à droite.
dans ce nouveau journal sur TV5 Monde. À la une, un accord de paix mais pas de cessez-le-feu. Voilà le nouveau pari de Donald Trump qui double donc la mise après son échec en tentant d'arracher un plan pour l'Ukraine au maître du Kremlin hier à Anchorage. Poutine qui a eu un tapis rouge et un trajet en Cadillac blindé. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur D155. Salourdi au Pakistan où des pluies torrentielles qui s'abattent sur le nord ont déjà fait au moins 340 morts. Et puis seriez-vous capable de nager en pleine mer 5 jours et 4 nuits sans vous arrêter? Eh bien, c'était le pari fou d'un Suisse pour alerter sur la pollution plastique dans les océans. Un récit d'un défi hors norme à la fin de ce journal. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche après son sommet en Alaska avec Vladimir Poutine. Alors il y a eu les poignées de main, les applaudissements et le tapis rouge. Mais la réunion lourde de promesses est terminée abruptement, sans annonce, rien à filtrer. Ils n'ont répondu à aucune question des journalistes au terme d'une conférence de presse express. Et surtout, pas de cessez-le-feu en Ukraine. De retour à Washington, ils réclament désormais un accord de paix. Décryptage avec Clara Deanto. Une poignée de main chaleureuse, la première depuis 2019. Des rires dans la voiture présidentielle américaine, gracieusement partagée avec son homologue russe. La rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska semblait avoir très bien commencé. Donald Trump l'avait martelé, il souhaite un cessez-le-feu rapide en Ukraine. Mais après 3 heures de discussion, aucun détail, et le président américain reste très vague. Nous avons eu une réunion extrêmement productive et nous nous sommes mis d'accord sur de nombreux points. Il n'en reste que quelques-uns dont certains ne sont pas très importants. L'un d'entre eux est probablement le plus important, mais nous avons de très bonnes chances d'y parvenir. La rencontre entre les deux officiels a été écourtée. Conférence de presse de 12 minutes à peine, durant laquelle aucun journaliste n'a pu poser de questions. Le déjeuner prévu annulé, seul Vladimir Poutine semble satisfait. À ses côtés, son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'affichait à son arrivée en Alaska, confiant, avec un pull sur lequel semblait inscrit URSS en cyrillique. Le président russe s'est félicité de la renaissance des relations russo-américaines. Nous comptons sur les accords d'aujourd'hui, non seulement pour résoudre la question ukrainienne, mais aussi pour servir de point de départ à la restauration de relations pragmatiques et pratiques entre la Russie et les États-Unis. Il a aussi assuré que la guerre en Ukraine était pour le peuple russe une tragédie. Nous avons toujours considéré le peuple ukrainien, et je l'ai dit à plusieurs reprises, comme fraternel, aussi étrange que cela puisse paraître. Nous avons les mêmes racines, et tout ce qu'il se passe est pour nous une tragédie et une grande douleur. La rencontre s'est finalement conclue par une invitation. Je vous contacterai très bientôt et nous nous reverrons probablement très bientôt. Merci beaucoup, Vladimir. La prochaine fois à Moscou. Ah, c'est intéressant. J'aime attirer des critiques, mais cela pourrait arriver. Au moment où se tenaient ces discussions, la Russie a lancé 85 drones et un missile sur l'Ukraine. Et pour aller plus loin, nous sommes rejoints par Christophe Gomard, général et député européen. Bonjour. Sur le plan politique tout d'abord, quelle est l'ambiance aujourd'hui à Bruxelles? Est-ce que c'est la gueule de bois après l'échec de Trump ou bien est-ce qu'on est optimiste? Est-ce qu'on se sent plus proche de la paix comme le dit le Premier ministre britannique? Oui, pour moi la bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas arrivé à cesser le feu encore, mais dès lors que personne ne parle après cette réunion, c'est bien que nous sommes en négociation et que nous sommes à la recherche d'un accord. Car qui dit accord, il peut ensuite y avoir un cessez-le-feu. Mais il y a certains points d'achoppement, semble-t-il, qui ne sont pas résolus. Quels sont-ils? Je n'en sais rien, pour tout vous dire. À Bruxelles, les Européens cherchent à exister. Malheureusement, avec un Trump, c'est compliqué. Trump veut refiler aux Européens le rôle ou l'action concernant les garanties de sécurité vis-à-vis de l'Ukraine. Après qu'on achète ce que les Européens achètent de l'armement américain, en fait pour Trump on est dans un deal commercial alors que pour un Poutine on est dans un deal géopolitique. On n'est pas dans le même rapport exactement, mais toujours est-il qu'on va, semble-t-il, et je l'espère, vers un accord. Est-ce que ça débouchera sur une paix ou est-ce que ça débouchera sur un cessez-le-feu pour commencer? Je n'en sais rien au moment où nous parlons.
quel sera justement le rôle des Européens maintenant? Est-ce qu'il sera justement militaire? Est-ce que ce sera maintenant aux Européens de faire pression sur le Kremlin? Je crains malheureusement que les pressions européennes sur le Kremlin n'ont rien donné jusqu'à présent. Les Européens ont mis en place 18 trains de sanctions qui n'ont absolument rien donné, qui ont sans doute appauvri la Russie, ont également appauvri l'Europe d'ailleurs, mais ça n'a rien donné sur le plan concret, sur le plan militaire, puisque l'on remarque bien que les Russes continuent de progresser mètre carré par mètre carré en Ukraine. Donc c'est toute la problématique est bien là. Est-ce que les Européens sont en capacité de peser sur la Russie ou pas? Il me semble qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas et que Trump se présente en médiateur au-dessus de la mêlée pour dire écoutez, moi j'amène à la paix, vous les Européens, vous serez là pour garantir la sécurité pour l'Ukraine. Pour cela, il faut m'acheter de l'armement, pour cela, il faut me donner de l'argent, et ensuite, c'est votre problème. Vous voyez? Et c'est là où on a un petit sujet entre pays européens, c'est qu'est-ce que nous faisons pour peser? Au-delà d'augmenter nos budgets de la défense, ça n'est pas pour acheter américain, je pense qu'il faut d'abord acheter européen, et ensuite, c'est être en effet dissuasif, ce que ne sont pas aujourd'hui les pays européens, malheureusement. Justement, qu'est-ce qu'ils vont faire les Européens? Comment vont-ils tenter d'exister? Puisque pour l'instant, Trump les a mis au courant de la teneur des discussions, mais ils ne sont pas à la table des négociations, à proprement parler, avec Vladimir Poutine. Oui, en fait, Trump et ce que je disais à l'instant, n'est pas du tout dans un deal géopolitique. Trump, il veut, et tout le monde le dit et le répète à satiété, il veut avoir le prix Nobel de la paix. Très bien. D'un côté, Vladimir Poutine, lui, il ne veut pas exactement du tout la même chose. Lui, il veut en effet que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, que l'Ukraine reste une zone tampon vis-à-vis de l'OTAN, avec le complexe obsidional qui est le sien, c'est-à-dire le complexe de la forteresse assiégée. On n'est pas du tout dans Et les Européens veulent en effet que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine n'aille pas plus loin et que la Russie n'ait pas la tentation d'envahir un pays autre de l'Union européenne ou un pays de l'OTAN, et je pense en particulier aux pays baltes qui seraient les premiers visés. En fait, on est dans un jeu à 3 ou à 4 avec l'Ukraine. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette proposition à l'instant d'entre-deux de Donald Trump de garantir à l'Ukraine des sécurités similaires à celles de l'OTAN sans toutefois adhérer à l'Alliance? Je pense que c'est une vraie ligne rouge pour les Russes. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une vraie ligne rouge. C'est-à-dire que, et ce qu'a dit Trump à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est que jamais l'Ukraine n'appartiendrait à l'OTAN. Alors j'entends bien certains pays européens qui disent ça n'est pas à Poutine de décider, c'est aux pays européens et aux pays de l'Alliance, mais dans l'Alliance, le pays qui pèse avant tout, ça reste les États-Unis d'Amérique. Est-ce que les honneurs reçus à la fois symboliquement par Vladimir Poutine hier, mais aussi les garanties, par exemple, qu'il n'y aurait pas de sanctions, est-ce que vous ne craignez pas que ça n'encourage justement le Kremlin à redoubler d'efforts sur le terrain, alors qu'on voit déjà qu'en ce moment les Ukrainiens ont du mal à contenir certaines avancées des Russes? Alors, il me semble que dans le passé, pour la Russie, rester une grande puissance avec une vision peut-être impériale était absolument nécessaire. Or, les Américains ont considéré que la Russie était devenue une puissance de deuxième zone, ce qui, dans l'esprit slave russe, était impossible. Donc en réalité, dans le deal qui est en train de se jouer, dans l'accord qui est sans doute en train de se jouer, même s'il n'est pas juste, c'est redonner un peu de lustre à la Russie pour amener la Russie peut-être à la table des négociations. C'est-à-dire en fait, on va amadouer la Russie pour l'amener sans doute à avoir un accord. Je pense qu'on est plus dans le phénomène extérieur, on n'est pas du tout dans le fait de reconnaître la Russie et Vladimir en tant que tel. Sachant bien que c'est bien lui, la Russie, qui a envahi l'Ukraine, c'est bien la Russie qui a enlevé des tas d'enfants, etc. C'est bien la Russie qui est à l'origine de ce conflit, et non pas ce qu'on veut nous faire croire, que c'est l'Occident qui est à l'origine de ce conflit tel que la Russie tente de l'expliquer. Non, c'est bien la Russie qui a envahi l'Ukraine. Mais au-delà de cet état de fait, il faut bien arriver à un accord qui, même s'il est injuste, permettra peut-être, et je l'espère, d'arrêter cette guerre. Très bien, nous verrons donc pour la suite le reste des discussions. Merci.
Christophe Gomard. Prenons à présent la direction du Pakistan où les pluies torrentielles ont fait au moins 340